Ok, alors on va commencer. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, Merci de nous avoir joints pour le 6e événement virtuel de Nouvelles Conversations 2.0, qui est une visite virtuelle faisant suite à la tournée de sensibilisation provinciale de 2018 autour des défis démographiques et du marché du travail auxquels fait face le Nouveau-Brunswick. Nous visitons 15 régions différentes de la province, présentant des données de remplacement de la main-d'œuvre, les impacts de l'immigration sur les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration sur le futur des systèmes clés dans notre province, tels que le système d'éducation, le système de santé, etc. Et également l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser en soutien de l'immigration au niveau local. Alors, nous créons un espace pour les personnes, les employeurs, les nouveaux arrivants, les membres de la communauté de partager leurs histoires et leurs expériences de l'immigration. Les gens viennent dans notre province et chacun a un rôle à jouer dans la création de communautés et de lieux de travail où les notions de diversité, d'inclusion et d'équité sont valorisées et au cœur des politiques, des processus et de la planification. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et de nouvelles conversations sont encore nécessaires afin de nous assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien significatif pour eux de choisir d'appeler le Nouveau-Brunswick et votre communauté leur chez eux. Aujourd'hui, nous dédions cette session à la région du Madawaska et de Victoria, qui inclut les villes d'Edmundston et de Grand-Sault. Avant de commencer, je tiens à reconnaître le fait que nous nous trouvons actuellement sur des terres Wolastoqey, Mi'kmaq, Passamaquoddy non cédées et je tiens à les remercier de nous avoir permis de nous rassembler. Reconnaître la terre est une façon d'exprimer notre gratitude envers ceux dont nous sommes sur leur territoire et une façon d'honorer les peuples autochtones qui vivent et travaillent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Il est important de comprendre la longue histoire qui nous a amenés à résider sur ces terres et d'honorer cette histoire alors que nous continuons à accueillir de nouvelles familles et travaillons ensemble à avancer sur la voie de la réconciliation. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds et nos organisations partenaires qui ont contribué à cet événement. Donc, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail NB, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue NB, le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la coopérative de développement régional, l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, New Brunswick Community College, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et pour cet événement en particulier, j'aimerais remercier la communauté francophone accueillante, le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest, la Chambre de commerce région d'Edmundston, la Chambre de commerce de la Vallée, la ville d'Edmundston et le Haut-Madawaska. Et enfin, avant de présenter nos conférenciers spéciaux pour ce soir, j'ai l'obligation de fixer certaines règles de base et mentionner quelques éléments d'ordre administratif pour faire en sorte que cette expérience soit productive pour tout le monde, y compris le public. Tout d'abord, cet événement comprendra 3 parties. On commencera avec une présentation de la part de notre économiste résident Richard Saillant, suivie par une brève période de questions-réponses, d'un panel et une période de discussion avant la conclusion. Nous voulons que cet événement signifie quelque chose pour vous, alors n'hésitez pas à partager vos questions dans la fonction chat dans Zoom. En tant que facilitatrice, je vais prendre quelques questions puis les demander, mais vous aurez également l'occasion de partager vos commentaires et vos questions en personne. Alors pour le faire, je vous prie d'utiliser la fonction lever la main et lorsqu'on verra ce symbole-là, je vais mentionner votre nom et je vais vous indiquer quand vous pouvez prendre la parole. Nous vous demandons de garder votre microphone en sourdine, sauf si nous indiquons le contraire, afin d'éviter les bruits de fond ou un retour sonore. Nous vous encourageons également à allumer vos caméras. Il est toujours préférable de voir des visages au lieu que des noms, et ceci conduit à un engagement beaucoup plus profond et plus significatif. Si nous avons une interruption technique, je vous prie de rester avec nous. Il est toujours un risque en faisant quelque chose comme ça en direct. Mais nous espérons éviter toute perturbation ce soir. Cette session est enregistrée et sera disponible en ligne après la séance. Et sur ce, je voudrais vous présenter le maire suppléant d'Edmundston, M. Marquis, pour ouvrir la session. Monsieur le maire, l'écran est à vous. Merci beaucoup, Nicole.
Alors, ça me fait plaisir de participer et d'entendre justement de mon côté pour la première fois une nouvelle conversation 2.0 pour notre région d'Edmundston. On le sait, la question de l'enjeu de l'immigration est un enjeu central pour notre ville. Il n'y a pas de cachette à faire là de voir qu'on en a besoin de l'immigration parce qu'on est très au fait de toute la question du vieillissement de la population qui nous affecte notre région comme beaucoup d'autres régions à travers le Nouveau-Brunswick. Ce qui est encore plus intéressant avec le bout de chemin que la ville d'Edmundston a fait depuis les dernières années, c'est toute la question de la richesse culturelle qui est apportée avec les gens qui nous proviennent de différentes régions du monde. Je le sais d'un premier coup d'œil parce que je suis directeur adjoint à la Cité des Jeunes à Edmundston. Donc, le fait d'accueillir des nouveaux élèves et des élèves qui viennent de partout à travers le monde nous permet d'enrichir toute cette question de culture-là dans une école francophone ici au Nouveau-Brunswick. Alors, je tiens à remercier toute l'organisation et beaucoup de hâte à entendre M. Saillant et aussi les présentations de nos personnes invitées. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais également inviter la présidente de la Chambre de commerce de la Vallée, Madame Rebecca Ellis, pour partager avec nous ses remarques. Rebecca, à toi la parole. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Au nom de la Chambre de commerce de la Vallée, nos membres et notre communauté d'entrepreneurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette session. Le sujet de l'immigration et de la rétention des nouveaux arrivants dans notre communauté est un très pertinent. Nos employeurs ont besoin de travailleurs afin de répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Nous continuons de leur donner notre support, mais la rétention des nouveaux arrivants n'est pas uniquement un enjeu pour les employeurs, c'est un projet de société. Tout le monde a un rôle à jouer afin qu'on puisse surmonter les obstacles auxquels nous faisons face. J'espère que cette séance pourra éclairer les besoins davantage et nous mener vers une piste de solution. Merci d'être là et bonne soirée. Merci beaucoup, Rebecca. Alors maintenant, je vais présenter l'économiste et consultant en politique publique, M. Richard Saillant. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans les milieux gouvernementaux et universitaires. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères, y compris le bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé 4 livres, dont Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique. Bonsoir Richard, merci d'être avec nous ce soir encore une fois. L'écran est à toi. Bonsoir et merci Nicole et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être là ce soir pour cette importante conversation. Je vais partager mon écran. D'habitude, ça me prend une dizaine de secondes. Maintenant, je vais... Voilà, vous devriez voir. Est-ce que vous voyez la diapositive à l'écran? Oui. Oui, ça va, OK. Donc aujourd'hui, je voudrais prendre environ une vingtaine de minutes pour faire essentiellement 3 choses. La première, ça va être vous offrir les données les plus à jour sur les tendances démographiques dans votre région. Également, vous offrir un sens de comment est-ce que les choses ont évolué au cours des dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Par la suite, c'est d'essayer de vous offrir des scénarios de croissance. Donc, qu'est-ce qui pourrait se produire en envisageant différents scénarios de croissance démographique? Donc, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour assurer notre croissance au cours des années à venir? Ensuite, on va parler un peu du travail à faire, qui reste à faire pour essayer, encore une fois, de passer à une autre vitesse, si vous voulez, au niveau du dossier de l'immigration. Mais j'ai un grand plaisir aujourd'hui d'être ici parce qu'il y a eu énormément de progrès dans votre région, comme vous le savez tous, et puis on va le voir dans les chiffres aujourd'hui. Donc, je vais commencer par essentiellement vous parler du défi démographique de Madawaska-Victoria, avec une diapositive avec laquelle vous êtes sans doute familier maintenant, mais ce que je vous présente ici, c'est simplement le fait que le Nouveau-Brunswick est plus âgé et vieillit plus rapidement que le Canada,
quand vous regardez un diapo comme ça, vous voyez, c'est la pyramide des âges, donc la distribution des gens en fonction de l'âge. À gauche, vous voyez au Nouveau-Brunswick que la masse des gens qui sont âgés entre 55, 56 et 75, 74 est essentiellement l'endroit où vous trouvez le plus de gens, c'est la génération du baby boom. Par contre, lorsque vous regardez le Canada, le baby boom ne domine plus la pyramide des âges. Il y a une génération qui, proportionnellement parlant, est maintenant plus forte que le baby boom, c'est les milléniaux. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est parce que le Canada a accueilli davantage de nouveaux arrivants au fil des années. Et ça explique pourquoi le Canada a une population qui est un peu plus, pas un peu, significativement plus jeune que la nôtre et qui vieillit significativement moins rapidement que la nôtre également. Maintenant, je vais vous présenter le Madawaska Victoria par rapport au Nouveau-Brunswick. Ce que vous voyez en gris, c'est le Nouveau-Brunswick. Ce que vous voyez en rouge, c'est le Madawaska Victoria. Essentiellement, la façon de voir si vous vieillissez plus rapidement ou moins en tant que population que le Nouveau-Brunswick, vous avez qu'à regarder les cohortes d'âge de 0-14 ans jusqu'à environ 35-44 ou même 45-54. Pour voir si votre population vieillit, il ne faut pas se concentrer sur les gens qui ont au-delà de 65 ans, même si c'est sur quoi on a tendance à parler dans les médias. Pour voir si votre population vieillit, il faut vous regarder si vous perdez des jeunes. Et puis, ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des groupes d'âge, la région a perdu davantage de jeunes que le Nouveau-Brunswick. Parce qu'il faut se rappeler que le vieillissement, c'est un processus par l'entremise duquel on n'a pas suffisamment de jeunes qui nous arrivent pour rafraîchir nos rangs. Donc, proportionnellement parlant, la région vieillit plus rapidement que le Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas nécessairement la région qui vieillit le plus rapidement au Nouveau-Brunswick, mais c'est une région qui vieillit plus rapidement que le Nouveau-Brunswick. Il y a des conséquences d'un vieillissement accéléré. Donc, en général, on peut dire que plus une population vieillit rapidement, plus l'économie tourne au ralenti. Sur le graphique à gauche, vous allez voir en bleu, c'est le Canada. C'est sa croissance économique au cours des 10 dernières années, se terminant en 2019. Vous voyez que la croissance au Canada a été environ 4 fois plus forte qu'au Nouveau-Brunswick. Si je vous avais présenté une diapositive avec des données pour les décennies antérieures, vous auriez vu que la croissance du Canada et du Nouveau-Brunswick était beaucoup plus comparable. Qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez à droite maintenant, vous voyez la population active au Canada s'est accrue de plus de 1 par année. Donc, il y a eu un gain de plus de 10 au cours de cette décennie-là, alors qu'au Nouveau-Brunswick, il y a eu un léger déclin. Dans la région d'Edmundston-Woodstock, je ne peux pas aller plus bas là, en termes d'identité géographique. On voit qu'il y a eu un déclin de plus de 10 Donc, on peut conclure sans probablement se tromper que la région d'Edmundston-Woodstock a sans doute stagné économiquement, sinon diminué au niveau de son PIB. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est parce que le PIB, c'est combien de gens travaillent et combien ces gens-là produisent par heure travaillée. Donc, la composante population active a été plus faible dans la région, donc on peut s'imaginer qu'il y a eu un effet de ralentissement, sinon de stagnation ou de décroissance économique. Là, je vais essayer de vous présenter des données pertinentes pour vous montrer l'ampleur du défi. Le premier, c'est sans doute la diapositive la plus importante, celle-ci, c'est de regarder deux chiffres de base. En rouge, c'est à chaque année combien de personnes atteignent l'âge de 65 ans. Et en gris, c'est à chaque année combien de personnes atteignent l'âge de 15 ans. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que 65 ans est l'âge officiel de la retraite, 15 ans est l'âge officiel de travailler. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui travaille à 15 ans, mais ça vous donne une idée. Qu'est-ce qui se produit? C'est que la croissance des 65 ans et plus s'est mise à dépasser celle des 15 ans et plus au tournant de la dernière décennie. Pourquoi? C'est à peu près à ce moment-là que les premiers baby boomers ont commencé à atteindre l'âge officiel de la retraite. Donc, l'écart s'est creusé depuis lors et puis il ne semble pas avoir tellement ralenti dans la région. Donc, si vous voulez vous donner un aperçu de qu'est-ce qui est à combler là, en termes de besoin de main-d'œuvre dans votre région, il y a presque 1000 personnes qui atteignent l'âge officiel de la retraite pour environ 500 personnes qui atteignent l'âge de 15 ans. Donc, il y a à peu près un gap ou un écart de, je dirais, autour de 450 personnes. Mais supposons qu'il y ait 500, juste pour faciliter le calcul, il y a environ 80 de ces 500-là qui travaillent. Donc, votre écart par année est d'environ 400. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est à combler par rapport juste en raison des forces démographiques qui sont à l'œuvre au sein de votre communauté. Ceci, c'est un diapo qui vous montre quelque chose d'encourageant jusqu'à un certain point, c'est que l'immigration a un effet positif sur non seulement sur votre population active, votre nombre de travailleurs, mais comme les immigrants sont typiquement des jeunes en âge d'élever des familles, des jeunes adultes en âge d'élever des familles, lorsqu'on a plus d'immigration, on a une population
qui a davantage de bébés. Et puis, ça a aussi une population qui a davantage de jeunes en âge de fréquenter l'école. Si vous regardez le Madawaska-Victoria, on voit que la population âgée de 5 à 18 ans déclinait très rapidement. Puis depuis, je vous dirais, 2016, 17, 18, le déclin est moins prononcé. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a déjà un peu d'impact qu'on voit au niveau de la population d'âge scolaire associé au fait d'accueillir davantage de nouveaux arrivants. Pour vous montrer tout le potentiel que peut avoir l'immigration pour augmenter une population d'âge scolaire, regardez la région métropolitaine de Moncton. L'immigration s'est mise à s'accroître très rapidement depuis 2016-2017. Et puis, comme vous le voyez, ça grimpe en flèche. Donc, au cours de la dernière décennie, il y a eu environ 3000 jeunes de plus qui sont d'âge scolaire. Donc, on construit des écoles plutôt que d'avoir à les fermer ou à consolider. Donc, ça vous donne une idée de tout le potentiel de l'immigration, non seulement pour la population de travailleurs d'âge actif présentement, mais aussi pour votre population future de travailleurs et aussi pour vos rangs, vos effectifs scolaires. Donc, c'est quelque chose de très important à cet égard également. Dernière chose que j'aimerais vous mentionner avant de parler de nouveau un peu plus de la province et dans l'ensemble. Dernière chose que j'aimerais vous mentionner, c'est que si vous regardez l'impact du vieillissement, il se traduit par deux choses. D'une part, ça veut dire davantage de demandes pour les services publics, comme la santé, les soins aux personnes âgées. Mais d'autre part, si on n'est pas en mesure de combler les postes qui se libèrent dans le privé, ça veut dire que ça fait une pression sur le secteur privé. Donc, le secteur privé doit soit automatiser s'il le peut, ou encore ne pas prendre de l'expansion et peut-être même délocaliser ses activités et aller ailleurs. Donc, si vous regardez la région d'Edmundston-Woodstock, vous voyez que l'emploi dans le secteur privé, qui est l'axe de gauche, a connu un déclin prononcé au cours des 20 dernières années. Ça s'est stabilisé un peu là, dans la dernière décennie, mais là, depuis 2-3 ans, ça s'est mis à décliner de nouveau. Si vous regardez le secteur public, après une augmentation dans la première décennie du nouveau siècle, on a stagné un peu, mais on s'est remis à croître. Donc, les tendances vont dans les mauvaises directions, en ce sens que le secteur public augmente rapidement, le secteur privé décline. Et puis, comme on le sait tous, c'est avec l'argent du secteur privé qu'on paie les impôts et puis on peut ensuite payer les dépenses publiques, soit l'argent de nos contribuables, mais aussi l'argent d'Ottawa. Donc, comme vous pouvez le voir, le défi, c'est de faire croître les deux secteurs, pas juste le secteur public, mais aussi le secteur privé. Une autre raison pour laquelle il faut bien sûr avoir davantage de travailleurs au sein de notre économie, d'avoir une population active qui croît, c'est qu'avec le vieillissement, on va avoir des pressions supplémentaires sur nos dépenses de santé dans les années à venir. On sait tous que les dépenses de santé augmentent exponentiellement avec l'âge chez nos personnes âgées. Donc, à 65 ans, c'est environ 6 000 $ par année par habitant, puis à 85 ans, c'est environ 24 000 $ par année par habitant. Donc, ce qui se produit, c'est que présentement, le premier baby boomer, les baby boomers les plus âgés ont atteint ou vont atteindre 75 ans cette année. Donc, nos baby boomers sont encore relativement jeunes, mais au cours des 10 prochaines années, ils vont commencer à traverser dans 75, 80, 85. Donc, on prévoit que le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus dans les 15 prochaines années va doubler et même plus que doubler, passer d'environ 65 000 à autour de 140 000 dans les prochaines années. Donc, ça va créer des pressions énormes sur les dépenses publiques. Comme vous pouvez le voir là, l'estimé qui est seulement l'impact du vieillissement sur les dépenses publiques. On ne parle pas de technologie, on ne parle pas d'inflation. C'est dans 4 ans d'ici, c'est près de 350 millions de dollars annuellement. Je ne dis pas qu'on va dépenser ça, mais c'est ça la pression du vieillissement. 2030, donc dans 9 ans d'ici, on parle d'environ 700 millions de dollars. En 2035, plus d'1 milliard par année. Donc, il va falloir trouver des ressources supplémentaires. Espérons qu'Ottawa sera au rendez-vous, mais il va falloir trouver des ressources supplémentaires pour faire face à ces défis-là. Et puis, l'immigration, comme je le disais, est une façon de faire croître l'économie. Rapidement, une très bonne nouvelle, c'est que depuis, je dirais, 2017, l'immigration n'est plus un phénomène uniquement urbain. C'est plus, je m'excuse en bas, l'échelle n'a pas été traduite, mais c'est plus uniquement un phénomène Moncton, Fredericton, Saint-Jean. Si vous regardez à l'extérieur même des 8 cités, ou des 7 grandes régions urbaines, le nombre d'immigrants annuels a triplé à l'intérieur de 2 ans. Donc ça, c'est les chiffres avant COVID, là, mais il commence à y avoir des progrès un peu partout à l'échelle de la province. Donc, le défi, c'est de faire croître ça encore davantage.
mais vous le voyez, les chiffres ne mentent pas. On avait le vent dans les voiles juste avant la COVID, puis je pense qu'on va continuer d'avoir le vent dans les voiles. Donc, les immigrants commencent à se distribuer de plus en plus, les nouveaux arrivants, à l'échelle de la province. Donc, avec ça, on va commencer maintenant à parler rapidement de scénarios de croissance démographique pour le Madawaska-Victoria. On va vous présenter essentiellement, avant de vous parler pourquoi on va vous présenter ces scénarios-là, vous le savez déjà, il y a plusieurs industries d'une importance stratégique au sein de votre région. Si on veut saisir de nouvelles opportunités de croissance, il va falloir bien sûr accueillir de nouveaux arrivants. Il y a plus de 2000 employeurs dans votre région et certains employeurs, s'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre, pourraient malheureusement soit pas prendre de l'expansion ou encore devoir quitter la région si la demande de main-d'œuvre ne peut être satisfaite. Donc, les enjeux sont majeurs. Donc, on va regarder les 3 scénarios que mon collègue David Campbell a préparés avec le Conseil multiculturel. Donc, essentiellement, on a voulu vous présenter 3 scénarios de base. Le premier, c'est la trajectoire actuelle de la population. Donc, si rien ne change, si on n'accueille pas davantage de nouveaux immigrants au-delà de ceux qu'on a accueillis, si le rythme ne s'accélère pas. Le deuxième, c'est la croissance démographique nécessaire pour maintenir la taille actuelle de la population active. Ça, c'est un peu pour vous donner l'ampleur du défi de comment on doit courir sur le treadmill juste pour maintenir le statu quo, si vous voulez, en termes de ne pas augmenter notre population active, mais de ne pas la voir décliner. Et ensuite, le scénario 3, c'est un scénario où on rêve un peu, puis on essaie de s'imaginer qu'est-ce que ça nous prendrait pour augmenter notre population active de quelque chose assez modeste, mais quand même important, 0,5 % par année. Donc, on va vous présenter les résultats juste très rapidement. Le premier, essentiellement, c'est si rien n'est fait, si on reste sur la trajectoire actuelle, on peut s'imaginer que la population de la région, qui est un peu au-delà de 50 000 habitants, comme vous le savez, pourrait diminuer d'environ 6 %, mais que la population active, elle, pourrait diminuer à environ 4 fois et demi plus. Donc, une perte d'environ 6 500 travailleurs. Pourquoi? Comme vous le savez, c'est ça l'effet du vieillissement. C'est un effet très fort. Donc, vous le voyez là. Quelles sont les implications de tout ça? Perte potentielle d'industrie d'exportation, une part croissante de la population active employée dans les services locaux. Donc, de plus en plus de gens qui vont être concentrés dans ce qui doit être fourni localement, donc les services locaux, publics et privés. Et bien sûr, des difficultés à développer de nouvelles industries, donc l'agriculture, le tourisme, les ressources naturelles, etc. Maintenant, examinons ce qu'il faudrait faire, ou pas ce qu'il faudrait faire, mais ce à quoi nous devrions aspirer pour maintenir le même niveau de main-d'œuvre qu'en 2020. Ce qu'il faudrait, ce serait augmenter la population d'environ 16,6 %, donc une augmentation de la population de 8 500 personnes pour que la population active reste à 24 000 personnes. Donc, on parle d'une augmentation de la population qui n'a pas été atteinte dans les peut-être 50, 60 dernières années. Ça a déjà été vu à l'époque du baby boom. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais ça vous donne une idée de l'ampleur du défi. On parle, bien sûr, dans une situation comme celle-là, d'une part croissante de la main-d'œuvre qui sera toujours employée dans les secteurs locaux, publics et privés, parce qu'avec le vieillissement, il faut s'attendre à ça. Donc, ça veut dire moins de travailleurs pour d'autres industries, y compris les industries axées sur l'exportation. Donc, le même défi reste, sauf qu'il est d'une moins grande ampleur que si on a juste le statu quo. Et bien sûr, on a toujours des difficultés à développer de nouvelles industries, que ce soit pour les mêmes secteurs qu'on a identifiés ou encore d'autres secteurs. Enfin, si on voulait augmenter la population active à un modeste rythme d'environ 0,5 % par année, on parlerait d'une gain de population d'environ 27 %, donc 14 000 habitants. La population active, elle augmenterait de 2 500 au total. Donc, avec ça, on pourrait arriver à avoir une région qui dispose davantage de main-d'œuvre pour répondre à la demande accrue de services locaux et peut-être aussi davantage de main-d'œuvre nécessaire pour développer de nouvelles industries. Donc, on va regarder un peu rapidement qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la trajectoire actuelle. Donc, si la région veut maintenir l'effectif actuel ou l'élargir au cours des 20 prochaines années, c'est clair que la région va devoir connaître davantage de croissance démographique. Il faudrait essentiellement plus que doubler, il faudrait voir le flux de l'immigration annuelle passer d'environ 195 à environ 520 ou plus. 520, ça sert pour maintenir le statu quo. Ça n'arrivera bien sûr pas tout seul, ça va prendre un plan délibéré de croissance démographique pour l'ensemble de la région. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que
comparativement à certaines régions, ça peut vous paraître énorme d'avoir à faire croître votre immigration de la sorte, mais comparativement à certaines régions, c'est pas si mal. Il y a le défi, il y a d'autres régions où le défi est beaucoup plus grand encore. Donc, ça, c'est le résultat, le reflet du fait que vous avez accompli des progrès au cours des dernières années. Donc, bien sûr, pour y arriver, je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie, mais il va falloir se développer un plan de croissance démographique pour la région qui est pas seulement un plan de croissance démographique, mais qui pourrait être vu comme un plan d'affaires, si vous voulez. Certains des piliers ou des postulats de base d'un tel plan, ça serait que ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement provincial. Les gens, les entreprises ne déménagent pas dans une province, d'abord et avant tout, ils déménagent dans une région. Ils vont s'intégrer au milieu de collectivités locales. Donc, c'est une concurrence entre les différentes collectivités. J'aime pas dire le mot concurrence, mais c'est un peu ça dans le fond. Je veux dire, les gens ont quand même un certain choix au niveau de là où ils veulent se situer. Donc, c'est important, bien sûr, de s'assurer qu'on ait un milieu qui soit des plus attrayants. C'est sûr que ça demande de plus en plus à nos paliers de gouvernement local ou régional. Ça, c'est un peu une caractérisation un peu grossière, mais ça vous montre qu'il y a une vingtaine d'années, les gouvernements locaux avaient quand même un peu moins sur leur assiette qu'ils l'ont maintenant. Si on regarde maintenant au niveau du développement économique, c'est de plus en plus important d'avoir des plans d'immigration, de s'impliquer là-dedans. Il faut accueillir les nouveaux arrivants, il faut promouvoir la région, il faut faut encore davantage se concentrer sur avoir une belle qualité de vie, les heures, etc. Donc, ce n'est pas un changement dramatique par rapport à ce qui était dans le passé, mais ça nous en met davantage sur notre assiette, ça c'est clair. Et puis, juste pour conclure, comme on le disait, c'est pas seulement un plan de croissance démographique, mais c'est davantage un plan d'affaires plus global. Donc, quelque chose qui comprendrait une compréhension claire des besoins du marché, au niveau de voir quels vont être les départs à la retraite, les autres sorties du marché, et positionner la région pour la croissance. Donc, ça va demander, bien sûr, dans votre région, je sais que vous êtes très avancé là-dedans, mais une réflexion sur les industries qui ont le potentiel de se développer, comment arrimer ça avec l'immigration. Et bien sûr, on a déjà présenté des scénarios au niveau des niveaux d'immigration pour vous donner une idée, mais quels sont les niveaux d'immigration que vous pensez que vous avez besoin en fonction du plan? Et bien sûr, les obstacles à l'attraction d'une nouvelle population. Il y a énormément de dossiers là-dedans, mais un dossier qui est commun à l'ensemble des régions, en fait, toutes les régions pour l'instant, c'est le logement. Le logement devient de plus en plus une pierre angulaire des stratégies de développement local, mais dans l'infrastructure de soutien, il y a des choses ça va beaucoup plus large que juste le logement. Ça va à une infrastructure. Moi, j'appelle ça l'infrastructure sociale. Avant, on parlait de bâtir des routes et tout ça, mais maintenant, l'infrastructure, selon moi, devient de plus en plus soft, de plus en plus sociale, de plus en plus axée sur ce qui est vraiment notre source de croissance, puis qui va l'être pour encore au moins une décennie, c'est le fait d'accueillir davantage de nouveaux arrivants dans nos communautés. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je suis sûr que j'ai pris probablement toutes mes 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter. Puis, je pense qu'on a une session pour quelques minutes si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, Richard. Alors, on commence la période de questions-réponses avec Richard. Puis, une première question qui est venue dans le chat. Tu avais déjà mentionné plus de 2000 employeurs dans la région. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus à propos des industries qui risquent de quitter si ils n'ont pas assez de travailleurs? Je vais parler d'une manière générique parce que c'est une question qui revient un peu partout à l'échelle de la province. Essentiellement, ce qui se produit lorsqu'on a un déficit majeur de main-d'œuvre, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les industries sans attache. En anglais, on dit footloose, qui sont les plus vulnérables. Je ne suis pas très inquiet pour les entreprises qui se situent dans une région parce qu'on a une ressource particulière qui doit être exploitée, mais encore là, il y a des risques. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de secteur manufacturier léger, des choses qui peuvent se déplacer, on a eu des conversations dans le cas de Kent, dans le cas de la péninsule, mais aussi même en Chaleur, où essentiellement les entrepreneurs commencent de plus en plus à dire qu'ils ne sont pas seulement dans la situation d'avoir à contempler la possibilité de ne pas prendre de l'expansion, ils en sont déjà
à malheureusement ne pas prendre de l'expansion ou la prendre ailleurs, soit dans une autre région au Nouveau-Brunswick, mais souvent complètement à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi? Ben, c'est essentiellement parce que, j'aime pas le dire encore une fois, dire qu'on est en concurrence, mais on l'est. S'il y a d'autres collectivités qui sont plus performantes au niveau, qui sont davantage attrayantes ou qui réussissent à attirer davantage de personnes, ce que ça fait, c'est que ces gens-là sont mieux positionnés ensuite pour accueillir ou pour maintenir leur activité, mais aussi pour accueillir de nouvelles activités. Donc, c'est un peu une course pour le talent, c'est une course pour les nouveaux arrivants. Et puis, ce que moi, je vois, c'est que pour l'instant, tout ce qui est secteur, il y a les centres d'appel qui sont à risque, il y a le secteur de l'industrie manufacturière légère, il y a même des secteurs où même c'est pas si léger que ça, où on fait de la construction de maisons modulaires. Donc, il y a ce risque-là, bien sûr, pour toutes les entreprises qui n'ont pas besoin d'être là localement. Parce que lorsqu'on va manquer de gens, ce qui se produit, c'est clair et net que le secteur des soins de la santé va augmenter, mais aussi avec le vieillissement, on se retrouve avec une demande plus grande pour les services locaux. Donc, c'est ça l'inquiétude, c'est ce que j'appelle le secteur sans attache. Merci Richard. Nous avons des questions qui viennent dans le chat également. La première, il est évident que l'immigration est une solution clé aux défis démographiques. Quelles sont les autres solutions et est-ce que l'immigration présente des avantages par rapport aux autres solutions? Moi, je vous dirais que l'immigration est la solution de base sans laquelle on ne réussira pas à assurer la prospérité de nos régions locales. On en est rendu là. J'utilise le mot en anglais « lifeblood » de l'économie néo-brunswickoise. Lorsqu'on n'est pas en mesure de trouver les travailleurs pour remplacer ceux qui quittent, on a beau avoir la meilleure infrastructure, on a beau avoir les meilleurs avantages dans d'autres domaines, on n'est pas en mesure si on n'est pas en mesure d'assurer les besoins en main-d'œuvre, on ne peut pas prendre cette expansion-là. Donc, c'est clair et net qu'il y a d'autres dimensions importantes à la croissance économique. Mais si on n'assure pas cette dimension-là, on n'arrivera pas à même maintenir les emplois qui sont déjà en place. Puis, selon moi, l'obstacle le plus important à l'essor de nos collectivités dans les années à venir, avec l'immigration, ça va être le logement, puis de s'assurer qu'on est en mesure de faire face aux défis du logement dans les années à venir, simplement parce que c'est une chose de dire qu'on veut davantage de gens dans nos collectivités, mais si on n'est pas en mesure de les loger, il y a un bottleneck, comme on dit en anglais, un goulot d'étranglement qui ne sera pas facile à contourner. Et puis, moi, ce que je vois présentement, c'est qu'au niveau du secteur privé, les forces du marché laissées à elles-mêmes ne semblent pas produire les résultats nécessaires pour assurer une plus grande offre de logement qui soit abordable. Donc, il faudrait que ça devienne un enjeu qui, selon moi, qui implique l'ensemble des paliers gouvernementaux et que ça devienne une priorité au niveau du développement régional parce que ce sont des besoins de base sans lesquels on ne peut même pas rêver à faire croître nos collectivités, selon moi. Merci Richard. Une deuxième question. Est-ce qu'on est capable de cibler quelques secteurs importants dans la rétention, dans le recrutement des immigrants dans cette région? Puis, en comparaison à d'autres régions, est-ce qu'on peut cibler certains secteurs dans l'immigration? Personnellement, moi, ce que je vous dirais, c'est que le manque de main-d'œuvre va se faire sentir un peu partout sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est clair et net qu'il y a des secteurs qui peuvent être ciblés, mais je vous dirais qu'en termes généraux, selon moi, ça va être quelque chose qui va s'étendre à l'ensemble de l'économie. Donc, puis ce que l'on voit un peu partout à travers les différentes régions, c'est que le dossier a été davantage piloté par le monde des affaires parce que c'est eux qui sentent le besoin immédiat. Mais moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que c'est plus juste le monde des affaires. Là, c'est devenu les gens dans les collectivités, que ce soit dans la péninsule, que ce soit dans Kent, ou qui réalisent qu'il y a un défi majeur et puis que ça ne se fera pas juste avec le monde des affaires parce que ça prend plus que ça. Ça prend un plan pour le logement, ça prend des plans plus globaux, ça prend des plans au niveau de l'intégration. Donc, j'aimerais bien vous parler de secteurs spécifiques, mais à ce moment-ci, moi, je vous dirais que c'est un défi qui guette à peu près
tous les secteurs, même dans le secteur public, on va voir que ce soit les soins aux personnes âgées, que ce soit même dans le nursing et tout ça, les déficits en matière de main-d'œuvre se font de plus en plus criants dans à peu près tous les secteurs. Puis au niveau du secteur public, certains disent que le fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans le secteur public a en fait protégé le Nouveau-Brunswick au début de la pandémie. Alors, quels sont je dirais, les défis pour recruter dans le secteur privé? Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin du secteur privé quand le secteur public nous protège puis a également des bénéfices? Oui, mais le secteur public au Nouveau-Brunswick est plus grand, non pas parce qu'il est plus important au Nouveau-Brunswick, c'est simplement parce que le secteur privé est plus petit. Donc, il faut le voir de l'autre manière, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, notre économie est moins dynamique, raison pour laquelle, en général, l'importance du secteur public dans l'ensemble de l'économie est plus grande. Mais par habitant, ce n'est pas énormément clair que le secteur public néo-brunswickois est beaucoup plus grand qu'il l'est ailleurs au pays. Donc, c'est ça l'idée, là. Par contre, il faut se rappeler que plus le secteur privé est petit, moins les impôts les revenus d'impôts que l'on peut tirer du secteur sont grands, et donc plus on dépend soit d'Ottawa ou de l'endettement. Et puis, lorsqu'on voit les tendances récentes, on a vu que le point de l'iceberg, en ce qui a trait à nos dépenses, les pressions sur les dépenses publiques dans les années à venir, et puis on a déjà vu que le Nouveau-Brunswick a perdu 15 000 emplois dans le secteur privé au cours des 10 dernières années, alors qu'il a gagné 10 000 emplois dans le secteur public. Par contre, à long terme, ce n'est pas soutenable, ça, à moins qu'Ottawa nous vienne en aide. Moi, j'exhorte Ottawa depuis des années à réaliser qu'on a un défi particulier en Atlantique et puis qu'on doit avoir une aide spéciale. Mais pour l'instant, on ne reçoit pas cette aide spéciale-là, donc il faut réaliser qu'il faut faire tout en notre possible pour mettre les chances de notre côté. Et puis, je pense que toutes les collectivités le reconnaissent et c'est la raison pour laquelle on a tout cet intérêt-là dans le dossier de l'immigration, parce qu'on réalise que maintenant, ce n'est plus une question de se sensibiliser à la chose, mais c'est de passer en vitesse supérieure puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement dans le domaine du concret pour, dans le cas, par exemple, Madawaska-Victoria, on parle quand même d'une augmentation de passer un peu en bas de 200 à 550, même 520 ou 550. Donc, c'est une augmentation énorme. Donc, la question est que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est une priorité importante. Donc, encore une fois, je pense que tout le monde doit reconnaître que sans l'essor du secteur privé, on va avoir d'énormes difficultés à faire face à nos défis financiers. Et pas juste nos défis financiers, nos défis en matière de ressources humaines. Ça, c'est un élément central que je voudrais communiquer. Ce n'est pas juste une question de sous, c'est maintenant devenu une question de ressources humaines. Et puis, c'est autant dans une stratégie de formation de capital humain dans le secteur public que l'on doit incorporer la dimension de l'immigration. Moi, je pense qu'on devrait avoir davantage de gens issus de l'étranger dans nos programmes de formation, y compris le nursing, pour qu'ils puissent rester ici par la suite. Donc, c'est une bonne façon de recruter des gens aussi. Puis, on est déjà sur la bonne voie, mais il faut accélérer ce projet de société-là. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire afin de favoriser l'entrepreneuriat dans les régions rurales? Puis, quel est le rôle de l'immigration? Oui. Rapidement, le rôle de l'immigration est fondamental. Pour moi, les immigrants, c'est une élite mondiale. Je m'explique. Je lisais dans The Economist il y a plusieurs années, puis je ne cite peut-être pas les bons chiffres, mais qu'environ 80% de la population mondiale vit dans un rayon, je pense, de 100 000 de là où ils sont nés. Ça prend du guts pour quitter son village puis se retrouver dans un autre continent. Donc, ces gens-là sont des gens qui ont énormément d'audacité, de talent et de dynamisme. Et puis, on ne peut pas prédire comment chaque individu va s'épanouir au sein de notre collectivité, mais on sait que lorsqu'on a des gens de talent qui arrivent avec leur réseau, qui arrivent avec leur dynamisme, qui arrivent avec leur potentiel, ils vont voir des choses que nous, on ne voit pas, et puis ils vont contribuer à l'essor de notre collectivité. Donc, quand on met un paquet de gens qui sont talentueux dans la même pièce,
faut s'attendre à des résultats favorables. Donc, c'est ça aussi là, que la chose qui est non dite souvent, c'est qu'il y a énormément de potentiel de croissance simplement par le fait que l'immigration est une source de talent incroyable. Parfait, merci beaucoup Richard. On va terminer la session de questions-réponses, mais on te reverra durant la période de discussion après. Alors, comme Richard a mentionné, depuis notre première tournée en 2018, plein de choses ont changé au niveau du dossier de l'immigration dans la région. J'aimerais maintenant inviter Isabelle Laplante, coordinatrice du développement économique de la ville d'Edmundston, et Martine Rioux, coordinatrice de la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean, pour partager quelques remarques, un tour d'horizon des initiatives qui sont en cours et du progrès effectué depuis 2018. Alors, je vais donner la parole au début à Isabelle, puis tu peux la passer à Martine après. Merci beaucoup, Nicole. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de participer à la deuxième édition de Nouvelles Conversations. Donc, à la ville d'Edmundston, c'est sûr qu'il y a une place importante qui est accordée à la croissance démographique. Ça fait partie, entre autres, des priorités de la planification stratégique municipale. Puis, afin de soutenir notre croissance, nos projets qui sont en développement dans la région, c'est essentiel de s'assurer d'avoir la population pour soutenir tout ce beau développement-là. On a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place dans la grande région d'Edmundston depuis la première édition de Nouvelles Conversations. Puis, on voit qu'il y a certains signes d'encouragement dans les données de M. Saillant qui dit qu'on est sur la bonne voie, on est en train de développer des bonnes choses, mais que aussi et surtout qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis il y a peut-être des choses à ajuster aussi pour s'assurer de maintenir le cap. J'aimerais ça prendre quelques instants pour vous parler de quelques-unes de ces initiatives-là. Donc, tout d'abord, en 2019, il y a un groupe d'action en matière de croissance démographique qui a été créé vraiment pour analyser la situation démographique municipale puis régionale, puis venir proposer des recommandations au conseil municipal dans le but de mettre en place là, vraiment une stratégie de croissance démographique municipale. Cette stratégie-là visait un accroissement soutenu de la population par la stimulation de 3 grands volets. Il y avait le volet de rétention des jeunes et de la population qui réside déjà à Edmundston, qui inclut aussi là, les nouveaux arrivants qui étudient ou qui sont déjà établis chez nous. Il y avait un volet de rapatriement des citoyens qui sont originaires de la région, entre autres ceux qui sont actifs sur le marché du travail, mais qui demeurent peut-être dans une autre région de la province ou du pays. Puis, le plus grand volet, c'était celui où on visait l'attraction de personnes qui demeurent soit au Canada ou à l'international, puis qui seraient en mesure de contribuer aux besoins du marché du travail puis au dynamisme de notre communauté. On avait établi des cibles qui sont peut-être pas encore à la hauteur des nouvelles données qu'on vient d'obtenir ce soir, mais je pense que avec tout ce qui se brasse là, de ce temps-ci, je pense qu'on peut viser, du moins, atteindre ou mettre des mesures en place pour aller vers ces données-là, vers ces chiffres-là. Donc, avec notre projet de stratégie, c'est quand même une vingtaine de recommandations qui ont été proposées. Puis, il y en a quand même plusieurs d'entre elles qui sont déjà en développement. Spécifiquement par rapport au volet d'immigration, il est question, entre autres, d'attirer, bien évidemment, mais surtout de retenir ceux et celles qui ont déjà fait le choix de notre région pour s'établir ou qui sont ici pour étudier. On a déjà la présence de nombreux étudiants internationaux de notre communauté qui nous ont choisis, qui ont choisi nos programmes, qui ont déjà fait la connaissance de notre région. Donc, c'est certain qu'on veut mettre en place des mécanismes là, pour faciliter la suite pour eux. Donc, les liens avec les employeurs et tout. C'est essentiel pour nous de préparer, de sensibiliser nos partenaires, la population, les intervenants à vraiment ce contexte inclusif-là et multiculturel. C'est définitif qu'on parle de logement. On est conscient du besoin de logement dans notre région. On doit évaluer exactement quelle en est la situation, puis identifier les gaps, là, essentiellement, qui seront à combler avec la venue de nouveaux arrivants. On parle de transport en commun aussi. On parle d'accompagner les employeurs dans leur démarche de recrutement international. Puis il y a aussi un volet d'introspection de nos propres services municipaux, de voir est-ce qu'ils sont adaptés ou non à cette nouvelle réalité-là.
Donc, c'est tout un volet qui fait partie de ce projet. Et aussi, en 2019, avec nos partenaires régionaux du Haut-Saint-Jean, c'est-à-dire la communauté du Haut-Madawaska et les Premières Nations malécites du Madawaska, on a ensemble répondu à 2 appels de propositions d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC, pour se doter d'outils supplémentaires. On s'est dit, on a du chemin à faire, mais on va aller chercher des ressources de plus pour soutenir, en fait, la réussite de notre démarche. La première bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on a été choisi pour représenter le Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet pilote pan-canadien de communautés francophones accueillantes. Je ne vais pas vous en dire plus là-dessus parce que Martine Rioux, qui en est la coordonnatrice, va vous en parler dans quelques instants. Puis la deuxième bonne nouvelle, qui est toute récente, c'est que notre région du Haut-Saint-Jean s'est vue attribuer l'approbation puis un financement de 5 ans d'IRCC pour la création d'un partenariat local en immigration, donc un PLI pour le Haut-Saint-Jean. Puis on est la seule région du Nouveau-Brunswick qui a obtenu un PLI cette année. Donc, on était bien contents de ça. On trouve que c'est un super bel ajout, en fait, à notre démarche parce qu'on peut travailler des morceaux, mais il faut vraiment que régionalement, on travaille notre écosystème, puis que notre écosystème soit fort, en fait, pour bien accueillir, pour offrir un milieu de vie qui convient à ces nouveaux arrivants-là, comme le mentionnait M. Saillant tout à l'heure. Attirer, c'est une chose, mais les retenir puis en prendre soin correctement quand ils sont rendus chez nous, c'est très important. Donc, pour la mise en place de ce pli-là, en 2020, IRCC nous a demandé de réaliser une étude de faisabilité et de viabilité. On a fait ça l'automne dernier. Puis avec l'information qu'on a recueillie, on a fait de l'analyse de données démographiques, des consultations, des sondages, et il y a vraiment plusieurs étapes. C'est venu confirmer en fait que c'est vraiment un outil qui serait significatif pour notre région. Peut-être là, pour ceux qui sont moins familiers avec les plis, les partenariats locaux en immigration, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est que ça vient déterminer nos priorités stratégiques de la région en matière d'immigration. Ça vient aussi assurer la coordination et la synchronisation des actions pour l'ensemble de la région. Ça vient assurer une mise en œuvre de stratégies, de plans d'action annuels, incorporer les besoins puis les attentes aussi des personnes immigrantes de façon globale dans les activités qui vont se tenir, les actions que nos partenaires vont poser aussi. Ça nous permet de créer un dialogue aussi, un mécanisme de consultation avec ces nouveaux arrivants-là de façon récurrente pour s'assurer que leurs besoins, leurs attentes sont bien répondus par les projets qui sont mis en place par les partenaires. Ça nous permet de nous promouvoir notre région comme une région bien nantie pour l'accueil et l'intégration. Ça va venir évaluer aussi. Donc, regarder les actions qui se posent, puis vraiment déterminer qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis tout ce travail-là, ça va être mené par le coordonnateur du PLI, c'est M. Ibrahim Sobli qui est avec nous ce soir aussi. Donc, comme vous pouvez constater, il y a vraiment beaucoup de mouvements dans l'écosystème régional en immigration. On invite les gens à demeurer aux aguets, à participer puis à s'impliquer aussi. Donc, ça va faire partie de la clé du succès pour notre réussite. Donc, merci d'avoir donné l'opportunité de donner une petite mise à jour sur ce qui se passe chez nous. Puis, je laisse la parole à Martine Rioux, qui est la coordonnatrice du projet de communauté francophone accueillante, pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu ce qui se passe de ce côté-là aussi. Merci, Nicole. Bien, merci, Isabelle. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de vous être joints à nous ce soir. J'avais préparé une présentation PowerPoint, puis après ça, je me suis aperçue, j'ai dit que je présente ça, je vais parler pendant 1h30 de temps à propos du projet CFA. Donc, je vais être un petit peu plus bref, puis je vais expliquer le projet en gros dans son ensemble. Mais si jamais il y en a d'entre vous qui aimeraient en apprendre davantage sur le projet, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi, que ce soit pour une présentation à votre organisme ou à vos groupes. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, le projet pilote, c'est le projet de communauté francophone accueillante je vais l'appeler CFA en abréviation. C'est un projet pilote qui est financé dans le cadre du plan d'action des langues officielles. C'est financé par l'IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
C'est un projet pilote d'une durée de 3 ans. Donc là, on entend déjà notre deuxième année à partir du 1er avril. C'est certain que la première année, ça a été tout qu'un ajustement avec on a eu beaucoup de retard là, dans nos activités et dans l'atteinte de nos objectifs à cause du COVID. Mais ça, je pense qu'on est tous dans le même bateau de ce côté-là. Donc, comme Isabelle a mentionné tout à l'heure, il y a 14 communautés francophones accueillantes partout à travers le Canada. Nous, ici, on est chanceux, c'est la région du Haut-Saint-Jean qui a été retenue, qui comprend la ville d'Edmundston, la Première Nation en Lesside, puis le Haut-Madawaska. Donc, le but du projet, dans le fond, c'est vraiment de rendre nos communautés accueillantes, puis de faire en sorte d'améliorer la rétention aussi au niveau des nouveaux arrivants. Donc, on veut que les nouveaux arrivants puissent développer un sentiment d'appartenance envers nos communautés, mais on veut aussi que nos communautés soient sensibilisées à l'importance de l'immigration, comme M. Saillant mentionnait tout à l'heure. On a besoin de ça pour combler les besoins de main-d'œuvre, tout ce qui est par rapport à la question de la croissance démographique aussi. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation auprès de la communauté. C'est certain qu'on a eu certains défis, mais là, on voit qu'il y a du progrès, puis il y a de plus en plus de gens qui veulent s'impliquer. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. La façon qu'on a monté le projet, c'est qu'on a créé un comité consultatif communautaire. Donc, il y a des gens de différentes organisations, différentes institutions qui sont sur ce comité-là. On a aussi des nouveaux arrivants parce qu'on sait que c'est eux souvent qui sont les mieux placés pour nous partager qu'est-ce que leur vécu dans le fond, puis qu'est-ce qu'eux, ils ont bien fonctionné de leur côté, puis qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, ça nous permet aussi de grandir et d'améliorer nos services à ce niveau-là. Donc, avec le comité, qu'est-ce qu'on a fait? On avait 5 axes avec lesquels on pouvait travailler. Il y a certaines communautés à travers le Canada qui ont choisi juste 1 ou 2 axes. Nous, on a dit, bien, tant qu'à être dedans, on va faire des activités dans tous les axes, puis on pourra réévaluer après l'année 1. Je pense que selon nos résultats, même après l'année 1, nos résultats sont positifs. C'est encourageant, donc on va encore continuer avec ces 5 axes-là. Je vais vous les nommer vite, là. Donc, on travaillait avec un axe qui est le leadership inclusif. Ensuite de ça, on avait l'accès équitable aux services d'accueil et d'établissement. On avait aussi l'opportunité économique, l'entrepreneuriat et puis l'emploi, l'engagement et la participation civique, puis aussi la création d'espaces publics accueillants. Donc, c'est avec... Oh, je vois ton petit message, Mika, je vais essayer de faire ça vite. Donc, c'est avec ces axes-là qu'on a créé un plan communautaire. On a eu un budget de 327 000 $ par année, donc pour justement faire plein d'activités, de rendre nos communautés accueillantes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est certain qu'on a encore du travail à faire. On travaille beaucoup en collaboration avec le centre de ressources pour nouveaux arrivants en immigration. Le projet de la CFA, c'est vraiment de bonifier les services qui existent déjà, puis de combler un petit peu si on veut, qu'est-ce qui tombe dans les cracks. Donc, où est-ce qu'il y a des besoins, mais qu'il n'y a pas vraiment de service qui a remplir ces besoins-là. Donc, nous, c'est ça qu'on fait en gros. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir, mais comme je vous dis, si jamais vous aimeriez, là, j'ai une présentation qui dure environ 1 heure que je pourrais vous présenter. Donc, gênez-vous pas à communiquer avec moi. Merci beaucoup, Martine. Puis merci, Isabelle. Je suis vraiment heureuse d'entendre que votre région a reçu du financement pour un pli, puis également toutes les activités de la CFA. C'est vraiment génial. Alors, plein de choses sont en cours dans la région, ce qui est magnifique. On va passer à notre session avec les panélistes. Nous avons 3 panélistes ce soir. Puis chacun va nous partager leur expérience de l'immigration et on a, je dirais, une bonne diversité de perspectives autour de la table ou de l'écran ce soir. Notre premier panéliste est Stevenson Casimir. Stevenson est originaire d'Haïti et il détient un baccalauréat en administration d'affaires, option comptabilité finance, qu'il a obtenu à l'Université Notre-Dame d'Haïti en 2006. Pendant 11 ans, il a occupé plusieurs postes de gestionnaire dans son pays natal. En mai 2013, il est arrivé à Edmundston avec son épouse Kathleen et sa fille Ingrid comme résident permanent. En août 2019, il a vu naître son fils Stevenson Denis. Sa famille et lui ont fait le choix d'immigrer dans la ville d'Edmundston de par quelques ressemblances avec leur ville natale, Jacmel. En février 2014, il a intégré Atlantic Star Uniforms comme contrôleur financier. Cette entreprise qui compte 22 employés, dont 6 issus de l'immigration,
se trouve dans la ville d'Edmundston et se spécialise dans la confection de vêtements de protection de haute visibilité. Présentement, il occupe le poste de directeur général adjoint. Grâce au support de l'accélérateur d'entreprise Larouche d'Edmundston, un processus de reprise de cette entreprise a été mis en place. Présentement, il est actionnaire de cette entreprise. Parallèlement à ses activités professionnelles, il a étudié en temps partiel à l'Université de Moncton. En mai 2017, il a obtenu son diplôme de maîtrise en administration des affaires, MBA. Il est membre du conseil d'administration du Centre de ressources des nouveaux arrivants du Nord-Ouest et occupe le poste de trésorier. Il est également membre du conseil consultatif des communautés francophones accueillantes pour la région d'Edmundston, du Haut-Madagascar et de la Première Nation Malicite. Il fait partie également du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Edmundston. Alors, tel que vous voyez, il est vraiment occupé ou impliqué dans la communauté. Bonsoir Stevenson, puis merci d'être avec nous ce soir. Je te donne la parole. Bon, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup de la présentation. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir, vraiment plaisir d'être avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai eu la chance de prendre part à Nouvelle Conversation. 2018, j'avais eu la chance de prendre part. C'était en présentiel. Cette année, malheureusement, la COVID a changé les choses, mais quand même, grâce à la technologie, on est ensemble. Au moins, on a la chance d'échanger un peu. Donc, comme vient de dire Nicole, ça fait un petit bout que je suis dans la région. Ça fait 8 ans, dans 2 mois, depuis que je suis arrivé à Edmundston. Alors, au Canada, précisément à Edmundston. Je demeure ici avec ma petite famille. Donc, on s'adapte. Ça devient notre chez-soi assez rapidement. C'est notre région. Puis là où je travaille, comme elle a dit, j'avais présenté un projet de relève, c'était un peu dans les années 2016, parce qu'il y avait un risque de fermeture au sein de cette compagnie-là. Donc, c'est ainsi que j'ai présenté ce projet de relève-là. Ça avait pris un peu de temps en 2018. Quand j'ai eu la présentation pour Nouvelle Conversation, j'étais là comme un employé d'Atlantic Star. Cette année, j'ai eu la chance d'être ici comme actionnaire de cette compagnie. Donc, il y a eu quand même un peu d'évolution dans le cadre du processus. Donc, ça fait plaisir. Je profite d'en remercier les autres partenaires qui étaient impliqués au cours du processus, Larouche et tous les autres partenaires qui m'avaient soutenu parce que c'est assez long un processus de relève. Donc, c'est vraiment bien pour nous d'être ici à Edmundston et surtout l'immigration, ça joue un rôle important pour moi. Ça représente beaucoup de défis. Moi, je m'implique un peu partout au niveau de l'immigration. Ce que je dis toujours aux immigrants, c'est d'essayer de vous impliquer dans votre communauté, essayer d'élargir votre réseau. Parce que quand on arrive là, vous n'avez pas de réseau, vous allez retrouver la vie un peu plate, comme on dit ici. Mais si vous êtes impliqué et vous êtes occupé, vous n'allez même pas avoir de temps. Souvent, même mon épouse dit, est-ce que tu trouves du temps chez eux pour faire toutes ces choses-là? Donc, au moins, ça me garde occupé. Donc, on adore ça. Les après-midi, quand on sort du boulot, on a une réunion, on a une autre activité. Je pense que c'est vraiment bien. Donc, c'est des choses qui aident vraiment. Donc, au niveau de l'immigration, on peut voir comment nous autres, les immigrants, l'impact que ça représente dans notre communauté ici à Edmundston, parce qu'on le voit beaucoup plus. On voit combien les immigrants sont présents. De jour en jour, on voit de nouveaux visages. Quand on croise en personne, on dit un petit bonjour. D'où est-ce que vous venez? Je viens de tel pays. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois que je suis là. Ça fait 3 mois. Ça fait 1 an. Donc, ça prouve que notre région, il y a la vie, il y a là-dedans, et puis il y a l'ouverture des gens de la communauté d'Edmundston aussi, les gens au niveau local qui sont des personnes qui sont très ouvertes, qui accueillent le monde à bras ouverts à Edmundston. Ça, c'est une bonne chose qu'on a dans notre région. Au niveau du Haut-Madagascar aussi, parce que quand on va dans cette communauté-là, on voit combien le monde dans cette communauté-là, c'est du monde qui sont très ouverts pour, en quelque sorte, accueillir les immigrants, faire de la place pour les immigrants. Donc, Edmundston, on sait, c'est une petite communauté, mais quand bien même, si on veut faire d'Edmundston son chez-soi, ça va se faire facilement parce que l'essentiel dont vous avez besoin pour fonctionner, on peut retrouver ça dans la région. Il y a un défi exceptionnel qu'on fait face, nous autres, les immigrants, parce que moi, d'expérience, je vais voir ça à 2 chapeaux, que ce soit pour les immigrants et pour les employeurs. L'histoire de transport, que M. Sarr a parlé tantôt, Isabelle l'a noté tantôt aussi, et puis l'histoire de logement, c'est un grand défi, parce que moi, personnellement, quand j'embauche du monde à l'étranger, à chaque fois que j'ai du monde qui arrive, là, c'est une vraie casse-tête parce que des fois, on se dit, ouais, comment est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va les loger? Ouais. C'est
toutes des questions. Par exemple, cette année, on doit recevoir 7 nouveaux employés. Pour l'année 2021, ça va être 13 personnes, c'est du monde qui arrive avec leur famille. Donc, c'est un défi. On dit, ouais, mais on fait quoi? Comment est-ce qu'on va les loger? En 2019, on a eu ce problème. On a travaillé avec le Créano là-dessus, le centre de ressources pour les nouveaux arrivants. On avait une famille qui arrive du Mexique. Ils étaient au nombre de 4 personnes. On voulait trouver un logement à Edmondson. On a passé 3 mois. On ne pouvait pas trouver. Finalement, on a dû acheter une maison juste pour loger ce monde-là. En 2020, l'année dernière, au début de l'année, on a eu ce même problème. On avait eu du monde qui arrivait encore. On ne peut pas trouver de logement. On a dû acheter, imaginez-vous, nous autres, on produit des uniformes, on fait des vêtements. Maintenant, on se retrouve à acheter des maisons. Donc, c'est un défi assez intéressant. C'est pour ça, sincèrement, moi, j'aurais un message pour la municipalité parce que je sais qu'il y aura des élections bientôt, le 10 mai prochain. Le nouveau conseil municipal, j'aurais bien aimé que le nouveau conseil commence à penser à un projet assez solide pour le logement parce que la nécessité est là. On a un besoin pour le logement abordable dans la région. Les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils ont vraiment besoin de logement. C'est un besoin. De même pour le transport, c'est encore un autre besoin. Souvent, quand l'immigrant arrive, ça va lui prendre un petit temps, le temps qu'il ait échangé son permis pour avoir accès au nouveau permis canadien. Parce que c'est le transport pour aller travailler. Malheureusement, on a un service de taxi, ce n'est pas suffisant, ils n'ont pas assez de voitures pour répondre à la demande qu'on a dans la ville. Donc, je suis content que le maire suppléant est là. Monsieur le maire, sincèrement, je ne sais pas si vous comptez vous représenter pour ces élections, mais quand bien même, j'aurais aimé que vos collègues commencent à penser là-dessus. Pensez à un projet de transport pour la région. Pensez à un projet de logement parce que le besoin est là. On en a vraiment besoin parce qu'avec ces 2 éléments-là, je peux vous assurer, ça peut aider à la rétention parce que ça en manque un peu. Les immigrants, ils ont tendance à partir. Souvent, ils disent, ouais, le transport, c'est un défi. Le logement, c'est un défi. Si au moins eux autres arrivent à trouver ça, ça va aider un peu à la rétention, que ce soit pour les employeurs. Les immigrants aussi, souvent, ils veulent rester, mais on a 2 problèmes assez majeurs, le transport et puis le logement. Si on peut travailler là-dessus, ça va aider tout le monde. Mon dernier message, ça va aller aux employeurs qui recrutent un peu à l'étranger. J'aurais aimé leur demander de vendre le rêve canadien, là, mais de vendre la réalité aux immigrants. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui arrivent ici qui sont très déçus. Ça, je peux vous le dire, là, parce qu'on en parle toujours. Souvent, on leur vend un rêve canadien, là, quand il arrive, ils disent, ouais, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas. Donc, essaie de décrire la réalité à ces personnes-là. Essaie de leur dire qu'ils vont venir dans une région, dans une petite ville. Mais quand on leur dit, ben, vous venez au Canada, ouais, c'est vrai, c'est au Canada, là. Mais quand la personne pense, moi, la personne vient d'un pays, que la personne a des TGV, tout ça, la personne arrive à Edmundston. Il n'y a même pas un service de transport en commun. Vous voyez le choc que ça fait. Donc, si vous expliquez la vérité à ces gens-là, au moins, ils peuvent savoir à quoi s'attendre, ils peuvent se préparer. S'ils décident de choisir notre région, c'est qu'ils seront prêts. Mais quand ils arrivent, ils sont déçus, je peux vous assurer, ils ne vont pas rester. Donc, je pense que le message est cela, là, c'est l'implication dans la communauté, élargir votre réseau, la bonne planification. Et puis, le conseil municipal, on a besoin de votre support pour avoir un bon projet pour le transport et puis le logement pour pouvoir supporter nos immigrants. Merci beaucoup, Nicole. Je ne vais pas garder trop la parole. Je prends mon petit 5 minutes. Je vais donner une chance aux autres panélistes. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stevenson. On te reverra durant la période de discussion. Alors, on passe à notre deuxième panéliste, Cheryl Toner. Cheryl détient un baccalauréat en concentration en marketing de l'université Bishops, où elle a obtenu son diplôme en 2002. Après ses études, elle a travaillé pour McCain Foods dans la province de Québec pendant 4 ans, avant de retourner dans sa ville natale de Grand-Sault pour poursuivre ses aspirations entrepreneuriales. Elle a ouvert Grand Falls Home Furnishings en 2006, qu'elle a possédé et exploité jusqu'en 2012. En décembre 2012, Cheryl et son frère Andrew sont devenus propriétaires exploitants de 2 franchises Tim Hortons à Grand-Sault. Ils possèdent maintenant 4 franchises Tim Hortons situées à Grand-Sault et à Saint-Quentin. Bonsoir Cheryl, merci d'être avec nous ce soir et d'amener ta perspective d'employeur dans la région de Grand-Sault. L'écran est à toi. Merci Nicole. Bonsoir tout le monde. C'est ça, Nicole m'a déjà présenté. La raison pourquoi que je suis ici ce soir, c'est via à peu près 3 ans passés, moi et mon frère Andrew, on voyait qu'il y avait un gros manque sur le côté du personnel. On avait plusieurs positions à remplir
Puis, on ouvrait un troisième Tim Hortons. Dans le temps, on avait 2 à Grand-Sault. Puis, on n'avait pas assez de gens pour cibler les postes qui étaient vacants. Alors, on a décidé de prendre le chemin des nouveaux arrivants. C'était tout qu'un cheminement, un apprentissage, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de compagnies d'entrepreneurs à Grand-Sault qui participaient à apporter les nouveaux arrivants. Alors, c'était vraiment une expérience nouvelle pour nous autres, mais ça nous a aidé énormément. C'est certain qu'on a encore des défis, des obstacles, comme Stevenson a mentionné, puis aussi Isabelle, Richard, sur les logements. C'est pas évident. On est présentement, avec nos 4 Tim Hortons, on a à peu près une vingtaine de nouveaux arrivants qui travaillent avec nous. Puis, c'est ça, il faut aider à trouver des logements. Ils arrivent avec leur valise, aucun meuble, aucune vaisselle, rien comme ça. Fait que souvent, les immeubles qu'il y a à Grand-Sault dans notre coin ne sont pas meublés. Fait qu'on magasine sur les Facebook pour des électroménagers, des meubles usagés. Alors, c'est toute une expérience. Puis, un des gros défis aussi, c'est le transport. Parce que, à part du taxi, faut trouver un immeuble ou un logement qui est proche du restaurant pour travailler, car ils n'ont pas leur permis de conduire. Ça aussi, c'est un défi, car faut qu'ils prennent les cours à part de ça, à part d'aller au travail, pour pouvoir passer leur permis de conduire. La langue est aussi un peu difficile parce que c'est bilingue à Grand-Sault ainsi qu'à Saint-Quentin, qui est complètement francophone. Alors, d'essayer de trouver des nouveaux arrivants qui sont bilingues ou qui parlent en français, c'est toujours un défi. On n'est pas des experts en immigration, alors on a souvent l'aide de différents consultants en immigration où ce que ça coûte des sous pour les nouveaux arrivants ainsi que nous autres de notre côté. Alors, on aimerait vraiment voir un peu comme, je ne sais pas, un programme avec le gouvernement pour faire du recrutement où ce que les autres, c'est les experts pour nous aider à apporter des gens qui sont principalement francophones parce que c'est quelque chose qui est pas toujours facile à Grand-Sault et Saint-Quentin où si on embauche des gens, des nouveaux arrivants qui sont seulement anglophones, c'est pas facile parce que on a le droit d'être servi en français, puis on devrait être servi en français, mais là, on a comme les mains attachées parce qu'on n'a pas de gens pour servir nos clients. Puis, on a aussi pris davantage du cours des compétences essentielles au travail. Alors, c'est un cours qui est gratuit avec les nouveaux arrivants, mais ce n'est pas tout le monde qui prenne le temps de prendre le cours. Fait quoi, il y a toutes sortes d'obstacles puis de défis qui viennent avec ça, mais on a eu beaucoup de succès, par exemple. Puis c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire, sauf qu'on aimerait avoir un peu plus de support de ce côté-là, de pouvoir avoir de l'aide sur côté recrutement pour avoir des gens qui parlent la langue francophone. On participe aussi dans la mobilité francophone. Alors, on a des gens du Maroc qui vont venir. C'est un petit peu difficile avec le COVID, là. Ça a été en arrière un peu, mais encore là, c'est des firmes de consultants qu'on a fait affaire avec. Puis, c'est pas toujours évident parce que les gens viennent de des pays où c'est difficile à venir. C'est très, très coûteux. Puis ça, c'est des sous qu'il faut qu'ils déboursent de plus pour pouvoir venir. Alors, ça serait vraiment bien d'avoir un peu plus de support de ce côté-là pour que ça coûte moins cher pour les nouveaux arrivants aussi. Mais à part de ça, on est super content de pouvoir participer dans les différents programmes, de faire venir des nouveaux arrivants, de faire croître notre communauté, c'est certain. Merci beaucoup, Cheryl. On te reverra dans quelques minutes. Alors, on passe à notre troisième panéliste, qui est également nouvelle arrivante, Bérénice Gillet,
Bérénice est née et a grandi en France dans un petit village du Dauphiné en Isère, au milieu des montagnes. Elle a fait ses études et a partagé son temps entre la ville de Voiron, Chambéry et Grenoble. Elle a un baccalauréat en technologie et laboratoire spécialisé en biochimie et génie biologique, un diplôme de préparateur en pharmacie et d'herboriste. Son expérience de travail se partage entre les laboratoires d'analyse alimentaire et d'analyse médicale pendant 2 années, puis cette année de pratique en officine de pharmacie réalisée entre la France et le Canada. Elle est en poste depuis 4 ans à titre d'herboriste responsable au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Elle a également travaillé au Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, où elle a notamment créé et occupé les postes de gestionnaire des bénévoles, coordinateur des événements et animatrice du service de soutien aux parents. Elle est arrivée au Canada avec son mari il y a 5 ans et ils ont choisi de s'établir dans la région d'Edmundston. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon qui sont respectivement 4 ans et 10 mois. Bonsoir Bérénice, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Bonsoir. je te laisse la parole pour partager ton expérience d'immigration. Merci. Comme tu l'as dit, ça fait 5 ans, maintenant 5 ans et demi, même qu'on est dans la région d'Edmundston. Nous, l'immigration, c'est quelque chose auquel on a pensé assez tôt, je dirais, parce que ça nous a pris quand même 10 ans quand on était en France de réflexion, à savoir, on avait des projets d'immigration, on ne savait pas exactement dans quel pays on allait partir. Donc, on a pris 10 ans pour y réfléchir et économiser avant notre grand départ. Et ça nous a pris surtout 2 années dans notre projet d'immigration au Canada, avant d'obtenir notre résidence permanente depuis la France, avec des séjours réguliers au Canada, notamment avec un voyage exploratoire au Nouveau-Brunswick d'une durée d'1 mois, pour faire le tour de la province et se rendre compte un peu des réalités au niveau économique, social, culturel. Qu'est-ce que ça allait engager cette immigration au Canada. Pour enfin faire le saut, après l'obtention de notre résidence permanente et enfin arriver à Edmundston. Donc, nous, on avait choisi Edmundston parce que ça ressemblait un peu à notre région des Alpes, avec les montagnes en moins, mais en tout cas, on avait quand même des ressemblances, des similitudes. On a choisi le coin aussi parce qu'on est des grands amateurs de nature, donc on était en adéquation avec ça. Fait que c'est ça, on est arrivé, moi et mon mari, à Edmundston. Pendant 2 ans, on a vécu au centre-ville d'Edmundston. Fait que notamment, on a rencontré les problèmes de logement qui ont été notamment dits par Monsieur Stevenson plus tôt. On a rencontré ces problèmes-là. On s'en est sorti, il n'y a pas eu trop de problèmes, étant donné qu'on n'avait pas d'enfants, on était juste moi et mon mari. Mais c'est ça, c'est tout un challenge et un gros défi quand on arrive. Nous, ce qui a été... ce qui nous a fait passer un peu ça, c'est qu'on a trouvé du travail quand même relativement rapidement. Mon mari, en 1 semaine, avait trouvé du travail. Nous, on n'a pas été démarchés par des entreprises. Ce pas des entreprises qui sont venues nous chercher en France. C'est vraiment nous qui avions décidé de notre immigration. Donc, on est arrivé ici sans rien du tout. Donc, on a fait les démarches en arrivant pour trouver du travail. Donc, mon mari a trouvé en 1 semaine à Patty-Sunshine. Et moi, 1 mois après, j'ai trouvé du travail en pharmacie, donc à l'Atlantic Superstore. Plus tard, donc, dans l'évolution, donc, j'ai eu un enfant, donc ma fille, qui a maintenant 4 ans. J'ai changé d'emploi. Donc, je suis présentement herboriste responsable au Jardin botanique. Mon mari est toujours chez Patty-Sunshine et nous avons eu, il y a bientôt 1 an maintenant, mon fils qui est né à Edmundston comme ma fille. Donc, on participe à augmenter la démographie de la région. Et c'est vrai que
ça, je dois dire que ce sont les principaux succès qu'on peut noter pour nous. Après, il reste quand même de gros défis auxquels on doit faire face, notamment au niveau des reconnaissances de diplômes qui ne sont pas du tout reconnus, en fait. Et ça, c'est quand même un gros défi, voire même quelque chose d'un peu insurmontable, parce que ça, on se le prend, c'est une vague, en fait, qu'on se prend un peu en pleine figure une fois qu'on est arrivé au Canada. Pour ma part, donc c'est ça, j'ai un baccalauréat de technique de laboratoire spécialisé dans la biochimie et le génie biologique. J'ai travaillé en pharmacie, en tant que préparateur en pharmacie. Donc ici, c'est à peu près l'équivalent du technicien en pharmacie, sauf qu'on a plus de responsabilités en France. Et je suis herboriste, sauf que tout ce panel-là n'est pas forcément reconnu, n'est pas du tout reconnu d'ailleurs. Et j'ai dû repasser, notamment pour herboriste, un diplôme au niveau d'une école au Québec, pour pouvoir faire valoir au moins ce diplôme-là. Mon mari, qui a participé à la première cohorte des panélistes justement en 2018, pour lui, fait face exactement au même problème. Donc, c'est assez difficile, notamment si on parle de rétention d'immigration. Nous, pourquoi on est encore là? C'est qu'on avait 10 ans d'économie qu'on a pu investir, si vous voulez, en quelque sorte, pour faire en sorte qu'on puisse rester dans la région. Ce qui, en soi, on l'avait prévu d'avance. On savait qu'on allait devoir investir beaucoup d'argent pour pouvoir rester ici. Mais c'est vrai que c'est une surprise quand on s'attend à avoir des reconnaissances et qu'on ne les trouve pas. On doit faire face, ça c'est une dure réalité, à tout le temps devoir faire ses preuves. Tout le temps. Donc même si on a notre expertise, qu'on a travaillé pendant des dizaines d'années dans nos domaines respectifs, on est sans cesse à devoir se remettre en question et à devoir prouver en fait qu'on vaut tout ça. Donc ça, c'est assez compliqué aussi. C'est des défis en fait qu'on est obligé de relever un peu tout le temps, puis c'est fatigant un petit peu à la longue de devoir le faire. Et ensuite, surtout la question malheureusement des salaires qui dans la région ne sont vraiment pas élevés, et ça n'aide pas du tout. Pour nous, en ce moment, on se bat un petit peu pour ça, parce qu'on aimerait rester dans la région. On y est vraiment attaché à la région. On est quand même très bien intégré au niveau, je dirais, de la population. On est très... c'est ça, on essaye d'être au maximum intégré aussi au niveau des associations, notamment au niveau de l'immigration, parce que ça nous concerne directement. On fait beaucoup de bénévolat. J'ai travaillé aussi, donc, comme vous l'avez dit, au centre de ressources. On est aussi dans plusieurs associations locales. Mon mari est notamment le président du club des mycologues du Madawaska, donc on est quand même relativement bien intégré. Mais c'est vrai que c'est assez fragile en fait. Donc malgré tous les investissements et tout ce qu'on a à cœur ici, c'est fragile. Donc on donne tout ce qu'on peut là-dedans. Mais c'est vrai que depuis 5 ans et demi, on voit souvent revenir exactement les mêmes problèmes. Donc depuis la première cohorte, c'est vrai que nous, c'était relativement tôt, on venait d'arriver, donc on était en plein, un peu dans ce qu'on appelle la lune de miel. Donc on n'avait pas encore fait face à pas mal de réalités dans la région. Puis on a évolué aussi, on a eu des enfants, donc on a une histoire un peu différente maintenant, et c'est vrai qu'on réalise que c'est toujours un peu les mêmes problèmes. On a quand même réussi, malgré tout, comment dire, à évoluer un petit peu, mais ça reste toujours insuffisant par rapport à nos compétences, à ce qu'on peut donner pour la société.
et pour la communauté. Et qu'on attend plus, en fait. On ne voudrait pas rester à stagner, en fait, dans notre petit coin. C'est pas ça qu'on recherche, c'est pas ça qu'on recherchait non plus quand on est arrivé. Donc, on espère qu'il va y avoir de l'évolution. En travaillant avec le centre de ressources, notamment, il y a déjà 2 ans et demi, maintenant, on était déjà avec les mêmes questions. Et on ne voit pas vraiment d'évolution, ou très très peu. Donc, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, sur l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc ça, c'est toutes des questions. On attend vraiment beaucoup de réponses. Et je dirais qu'avec tout ce qui se passe actuellement, c'est encore plus critique, compliqué de se dire, OK, ben, va falloir faire un choix. Nos économies, on les a faites. On vit, on a pu se payer une maison grâce à nos économies. On a pu faire l'achat de voitures, de choses comme ça. Mais nos salaires, par exemple, ne nous permettent pas d'évoluer. Et il faut quand même une évolution à un moment donné, et ça, pour le moment, on ne le voit pas arriver. Donc, c'est assez compliqué. On se demande, ça va être quoi le futur, en fait. Donc, il y a encore des gros défis à relever. Puis, pour ce qui est du soutien local, nous, quand on est arrivé, on est passé donc, par le centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest. Et on a eu quelques ressources et surtout un gros soutien de la part de Éric Thibaudot, qui était le directeur à l'époque de notre arrivée et qui est maintenant un très bon ami à nous. Et c'est pas mal, à ce moment-là, le seul et unique personne, soutien et ressources qu'on a eu lors de notre arrivée. Donc, c'était un peu léger, je dirais. On s'en est sorti, on n'est pas non plus complètement démunis, mais c'est vrai qu'on avait une situation particulière et pour des gens qui arrivent avec une situation peut-être différente, ça peut devenir relativement très compliqué très vite, je pense. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un gros problème probablement de rétention des immigrants. C'est qu'il y a tous ces défis-là qui viennent s'entrechoquer, s'entremêler, puis ça peut aller très vite, en fait. On doit prendre des décisions très rapidement dès notre arrivée. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Bérénice. Puis, merci d'avoir partagé ces défis-là. Je pense que plein de nos arrivants dans la région, dans la province, font face à ces défis. Il y a plein de choses à faire au niveau de la reconnaissance des acquis. C'est vraiment un défi très, très important. On a Christine Privat qui fait partie des participants puis qui aimerait partager ses réflexions vu qu'elle également est immigrante. Elle a fait partie de la première tournée. Alors, on va te donner la possibilité de unmuter. Alors, Christine, je vais te donner peut-être 2 minutes pour partager tes commentaires. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai fait partie de la première tournée. Je suis arrivée au Canada à peu près en même temps que Bérénice. Donc, nous avons à peu près les mêmes expériences. Et je voulais appuyer ce qu'elle a dit, parce que moi, mon cas est un petit peu spécial, parce que moi, je quitte la province. Donc, je quitte la province, malheureusement, parce que je n'ai pas trouvé de possibilité d'évoluer professionnellement. Et c'est un grand regret. Pour moi, c'est un grand déchirement de devoir partir, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Comme le disait Bérénice, on arrive ici avec des économies, puis au bout d'un moment, on voit qu'elles fondent au soleil et puis qu'on n'arrive pas à trouver un emploi à la hauteur de nos compétences, de notre expérience professionnelle. Et je dois dire que j'ai envoyé un seul CV à Québec. Et j'ai été immédiatement recrutée. Ils ont stoppé tous les recrutements pour m'avoir moi. J'étais très, très étonnée. Et donc maintenant, je travaille pour le Centre de la francophonie des Amériques à Québec depuis maintenant 1 mois et demi et bientôt je vais déménager. Donc, je voulais juste appuyer ce que disait Bérénice, c'est qu'à un moment donné, si les mentalités ne changent pas, les mentalités des employeurs particulièrement, vous ne pourrez pas retenir les immigrants. Malheureusement. Quand on nous recrute,
donc ça fait 5 ans et demi que je suis là. Quand on a été recruté dans les forums, je l'avais déjà dit lors de la première tournée, on nous fait miroiter beaucoup de choses. On nous dit, vos diplômes vont être reconnus, votre expérience professionnelle va être reconnue. Malheureusement, ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'ai fait gestion de PME ici, j'ai fait donc une année d'études en arrivant. Ça m'a ouvert des portes, heureusement. J'ai quand même eu dernièrement un employeur qui a cru en moi. Malheureusement, il n'avait pas la possibilité de me faire évoluer dans ce que je voulais faire. Et puis, j'ai eu du mal à les quitter. Ils ont du mal à recruter pour me remplacer. Je continue un petit peu à travailler pour eux en parallèle parce qu'ils n'arrivent pas à me remplacer. Et c'était un des énormes défis de la province, malheureusement. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Merci beaucoup, Christine. Je pense que c'est vraiment important pour nous à travers ces événements, vraiment de souligner ces défis, puis de partager des histoires de vie au lieu que juste des données avec Richard. Les chiffres sont importants, mais quand même, vraiment l'immigration, on parle des gens, puis des vies, des personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions, puis malheureusement, tu vas nous quitter, mais merci beaucoup. Ça prend du courage de partager ces remarques également durant une séance comme celle-ci. Alors, merci à toi, Christine, puis merci aux 3 panélistes. Alors, on va revoir Richard, Cheryl, Bérénice Stevenson, Martine et Isabelle pour une courte session de discussion. On a déjà dépassé je dirais, le temps qu'on avait donné pour le panel, mais je pense que c'est vraiment important de vous donner l'espace de partager vos expériences. La première question est à Richard. On a entendu parler à propos du logement beaucoup à travers cette séance, mais également les autres séances. Qu'est-ce qui empêche les compagnies de développement de construire plus de logements? Alors, pourquoi ce manque de logements? C'est une question fondamentale. Et puis, on l'a vu dans beaucoup de régions pour l'instant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans beaucoup de cas, les employeurs doivent arriver avec des moyens de fortune. Stevenson en a parlé, le cas d'acheter une maison. Dans d'autres endroits, on voit des situations où les employeurs ne sont pas des experts dans l'immobilier, mais doivent, avec les moyens du bord, soit devenir des promoteurs immobiliers ou encore faire des pressions au sein de la collectivité pour que certains individus peut-être essaient de prendre la balle au bon. Mais ce que moi, je remarque de manière générale, c'est que si le marché ne répond pas, il faut trouver des raisons. Parce qu'on vit dans une société où si les incitatifs sont là, s'il y a la possibilité de faire de l'argent par la voie de la construction immobilière, il me semble que des gens devraient se présenter. Ben, moi, en tant qu'économiste, je n'ai pas le choix de croire ça, c'est ma formation. Donc, en quelque part, si le marché ne fonctionne pas, il doit y avoir des raisons. Moi, je soupçonne que certains promoteurs immobiliers dans certaines régions font face aux mêmes défis en matière d'immobilier, en matière de main-d'œuvre, je m'excuse, ou encore que dans certains cas, le marché lui-même n'offrira pas la quantité de logements qui est nécessaire pour prendre de l'expansion au niveau de l'immigration. Pourquoi? Il faudrait demander aux gens qui sont des promoteurs immobiliers en tant que tels, mais ce que moi je vois, c'est que le logement abordable au Nouveau-Brunswick, présentement, ce qu'on voit à l'échelle de l'ensemble de la province, c'est une flambée. Bon, je ne vais pas utiliser le mot flambée, mais je vais utiliser une hausse soutenue des loyers et une baisse marquée des taux d'inoccupation à telle enseigne que dans certains marchés, on peut essentiellement dire qu'il n'y a pas de logement disponible, ou à peu près pas. Et puis, le problème là, c'est que lorsque des immigrants considèrent, tous les immigrants nous arrivent avec des situations distinctes. Bérénice, vous avez parlé de situations, Christine également. Mais dans beaucoup de cas, les gens doivent faire un calcul. Ils se retrouvent au Nouveau-Brunswick avec une certaine situation où ils disent ben, le logement est censé être un peu plus abordable qu'ailleurs au pays, donc peut-être que c'est une bonne chose de venir au Nouveau-Brunswick. Mais s'ils arrivent au Nouveau-Brunswick, le taux d'occupation est presque inexistant et que les seuls logements qui sont disponibles sont les logements de luxe, on va regarder dans les journaux, vous allez voir ce qui fait la manchette, c'est les logements luxueux un peu partout à l'échelle de la province.
cette partie-là du marché est desservie. C'est pour ça que je pense un peu comme un économiste, c'est que là où les promoteurs immobiliers, là où il y a de l'argent à faire, ils le font. Donc, ça doit être parce que c'est très difficile de rentabiliser des investissements dans le logement abordable. Donc, si c'est très difficile et qu'on pense que c'est socialement désirable pour pouvoir obtenir des taux de croissance, pour pouvoir faire augmenter la prospérité de nos régions, bien, il va falloir que les pouvoirs publics s'en mêlent, qu'ils incitent le développement de logements. Et quand je dis les pouvoirs publics, je pense surtout au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, les municipalités. Les municipalités, c'est une autre chose. Je ne pense pas qu'ils ont les moyens de faire des progrès, des investissements de grande envergure, mais ils peuvent faciliter par l'entremise de leurs arrêtés municipaux, par l'entremise des différentes politiques qu'ils ont pour le développement immobilier. Donc, il faut vraiment que ça devienne un projet de société. Puis moi, à mon sens, ce que je vois un peu partout, c'est que le logement est en train de devenir un obstacle à l'atteinte de nos cibles d'immigration. Si on veut doubler le nombre d'immigrants au sein du Nouveau-Brunswick, on le voit là, même en temps de pandémie, dans certains endroits comme Bathurst, le taux d'inoccupation, le taux d'augmentation des logements à Bathurst, c'est 10%, si je ne me trompe pas, dans la dernière année, en termes de loyer. Donc, ce qu'on voit là, c'est des marchés qui sont serrés à l'échelle de la province, en pleine pandémie. Donc, imaginez-vous lorsqu'on va revenir avec un doublement, parce qu'on pense qu'on a perdu à peu près 50% de nos nouveaux arrivants au cours de l'an dernier, ça va rajouter, les gens pourraient dire de l'huile sur le feu, mais une pression sur le marché qui ne semble pas pouvoir répondre au niveau des logements abordables. Donc, c'est là où je m'inquiète, c'est que je ne dis pas que le marché ne fonctionne pas, là. Le marché fonctionne et il ne produit pas des résultats qui sont satisfaisants pour nos collectivités. Donc, à un moment donné, si l'immigration devient notre porte de salut, bien, il va falloir qu'on investisse dans le logement abordable. Je donne un exemple. Notre plus gros défi historiquement, ça a été de subventionner des employeurs pour qu'ils créent des emplois dans les collectivités. Depuis 3 ou 4 ans, le paradigme a entièrement changé. Il faut maintenant trouver des gens pour occuper les postes qui se libèrent. Si auparavant, on subventionnait des créations d'emplois à coût de dizaines de milliers de dollars et de congés fiscaux pour les employeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à penser d'une manière aussi audacieuse pour attirer des gens dans nos collectivités en investissant dans non seulement l'infrastructure en termes de logement abordable, mais aussi l'infrastructure pour accueillir de nouveaux arrivants. C'est là que nos fonds en matière de développement économique devraient se diriger, à mon sens. Merci beaucoup, Richard. La deuxième question est pour Cheryl. Qu'est-ce qui vous aurait aidé lorsque vous avez embauché des immigrants pour la première fois en tant qu'employeur? C'est qui nous a aidés? Non, qu'est-ce qui vous aurait aidé? Quel support vous auriez aimé avoir? Ben, dans le temps, le centre des nouveaux arrivants était seulement à Edmundston. Fait que, on a fait la demande. Puis, dans la dernière année, on avait Martine Ward, qui faisait partie aussi de la Chambre de commerce à Grand-Sault, qui nous a aidés énormément. Surtout comme avec le COVID, quand on avait des nouveaux arrivants qui arrivaient, pour l'épicerie durant l'isolement, toutes ces choses-là, pour les guider avec toutes les applications, que ce soit pour aller chercher leur plan de téléphone ou comme Internet, toutes ces choses-là que nous autres, comme employeurs, avec la charge qu'on a sur notre assiette, n'est pas possible. Martine nous a beaucoup aidés, même à trouver des meubles pour les logements, trouver des logements, les aider à s'intégrer dans la communauté, les faire participer dans les activités. Nous n'avions aucunement de ça quand on a commencé en 2018. Fait que ça l'a aidé énormément. Puis j'espère, on va la manquer beaucoup, Martine. J'espère qu'elle va être remplacée par quelqu'un assez bientôt. Mais ça nous a aidé énormément, qu'on n'avait pas dans le temps quand on a débuté avec le programme de nouveaux arrivants. Bérénice, quel conseil donnerais-tu aux nouveaux arrivants qui arrivent pour s'installer dans la région? Tu es sur mute, Bérénice. Excuse. De vraiment, ça va paraître un peu bateau ce que je vais dire, mais vraiment bien préparer leur immigration. Dans le sens où il faut arriver avec plus d'argent que ce que le gouvernement préconise.
mais il faut vraiment prévoir plus large. Quitte à prendre quelques années de plus pour immigrer, mais prendre le temps. Arriver aussi avec une résidence permanente. Je pense que ça, c'est vraiment un fondement, une base. Arriver avec une résidence permanente. Pas arriver avec un visa, peu importe lequel, visa fermé, visa ouvert. Ces visas-là sont trop instables. Comme vraiment, il y a tout un tas, Christine même peut en parler, je ne sais pas si elle aura la parole plus tard, mais c'est trop bancal, si vous voulez, pour s'établir et rester à une place. C'est bancal dans le sens où vous arrivez, vous n'avez pas forcément les sommes nécessaires, vous allez arriver avec vraiment le strict minimum, parce que vous allez arriver peut-être trop rapidement. Vous n'aurez pas le temps de vous faire une idée véritablement sur la place. Et ça va être instable dans le sens au niveau des employeurs qui vont pouvoir vous employer. C'est très difficile à expliquer tel quel. Je pense qu'il faut vraiment être dans le système de l'immigration, puis être un immigré pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Mais une résidence permanente va vous apporter une première stabilité, dans le fond. Ça va être indispensable. Vraiment, ça c'est le mot, c'est indispensable, je dirais, pour arriver ici puis pouvoir vous établir. Ensuite de ça, si je peux donner juste un exemple, je parlais de la somme. Nous, dans la première année de notre établissement au Canada, tout frais confondus d'installation, d'achat de voiture, location d'appartement, tout frais confondus, on en a eu pour 100 000 $ en une année. C'est ça que ça nous a coûté, notre établissement au Canada. Fait que pour ça, il faut vraiment avoir les reins solides dès qu'on arrive. Puis ça a pris vraiment nos 10 ans d'économie d'argent. Puis ça nous a pris pendant les 2 ans où on était en France, où on attendait notre résidence permanente. Pendant ces 2 années-là, il faut comprendre qu'on a été sur des jobs pas stables. Parce qu'on a été obligé de lâcher notre logement, on était en location, lâcher notre logement pour pouvoir faire le maximum d'économies. Fait qu'on prenait des jobs qui se présentaient, puis tu sais, on ne pouvait pas dire je vais accepter un job, ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée en France, tu sais, où tu te dis ok, je signe en bas de la feuille, puis j'ai mon contrat à vie. On ne pouvait même pas prendre ça. Fait qu'on était obligé de passer de job en job jusqu'à temps d'avoir notre résidence permanente avant d'arriver ici. Fait que ça, c'est toute une réalité qui est en arrière, que les gens, quand on arrive ici, que ce soit l'employeur, peu importe les personnes de la communauté, ne voient pas. Fait que ça, c'est ça qui fait aussi qu'on se pose beaucoup de questions. Puis pour nous, ça va très, très vite dans la première année à se dire, OK, est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on s'établit ici? Puis plus tard aussi, comme nous, c'est encore une question qu'on se pose. Est-ce qu'on va rester ici? Qu'est-ce qui arrive par après? Fait que ça, c'est toutes des choses, on ne s'en aperçoit pas quand on est au premier stade de l'immigration, là, quand on fait les papiers, qu'on remplit les papiers, mais c'est hyper important, si je peux le dire maintenant, là. C'est toutes des choses. Puis c'est ça, vraiment, avoir une résidence permanente, je pense que c'est un gain de stabilité et de liberté aussi. Parce que si on arrive, puis que, mettons, on est en visa fermé avec un employeur, puis que nous, en tant qu'immigrants, ça ne nous convient pas à l'emploi. Finalement, on réalise, tu sais, tu as le droit de réaliser, bon, bah, c'est pas du tout ça qui me convient. Je ne voyais pas ça comme ça, puis c'est pas ça qui me convient. Mais t'es pris. Mais c'est tout de l'argent, là. Ton processus d'immigration, tu ne peux pas dire, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Non, c'est une catastrophe. C'est que là, il faut que tu trouves une solution, un plan B, mais tu ne l'as pas à ce moment-là, le plan B. Fait que tu rentres dans une certaine précarité si tu n'as pas de liberté. Fait que vraiment, pour quelqu'un qui est dans un processus d'immigration actuellement, il faut vraiment penser à une stabilité. Puis une résidence permanente, c'est une stabilité en soi.
et une liberté. C'est la liberté de se dire, si j'arrive, mettons que j'arrive puis que ça ne fonctionne pas pour moi, je peux bouger, je peux faire un move, tu sais. Je ne suis pas coincée. Puis tu n'as pas l'épée de Damoclès de te dire, si ça ne marche pas, je suis obligée de rentrer dans mon pays puis de tout perdre dans le fond. Tu sais, je pourrais m'en sortir d'une autre façon. Avec la résidence permanente, c'est ça. Puis c'est le fait de dire, puis ça on ne le dit pas suffisamment, mais ça prend plus d'argent que ce que la province te dit d'avoir au début. Je pense que c'est un 20 000 $ pour une seule personne. Si c'est toujours la même chose maintenant, c'est vraiment comme vraiment le strict du strict minimum. Merci beaucoup, Bérénice. Une question pour Stevenson. Comment aimerais-tu... Sincèrement, moi, chaque catégorie immigrante qui se représente dans la région embauche ensemble, ce qui signifie qu'un employeur décide d'aller, 4-5 employeurs décident d'aller dans la même région pour qu'il existe des communautés vraiment. Parce que chaque communauté immigrante qui existe dans la région, lorsqu'ils ont leurs semblables dans leur communauté, ça peut faciliter la rétention. Donc, je pense que c'est quelque chose que moi, j'essaie toujours de promulguer un peu partout quand j'ai la chance de parler d'immigration. On voit la force que ça représente pour notre région. On en a vraiment besoin et il y a vraiment beaucoup de potentialité là-dessus. Ça demande à ce que les employeurs travaillent ensemble au lieu d'évoluer en solo. Parce que souvent, l'employeur peut dire, moi, j'embauche comme ça, l'autre embauche comme ça. Si on peut trouver un moyen pour travailler ensemble, et puis de concert avec la province du Nouveau-Brunswick qui offre un service assez spécial, si on peut se mettre d'accord des fois pour embaucher ensemble dans des endroits bien spécifiques, ça peut aider la rétention, ça peut permettre que ça va grandir plus vite la population immigrante de la région. Ça, c'est vraiment un très bon point, Stevenson. Merci beaucoup. Malheureusement, nous devons arrêter la séance ici. Il est déjà 18h15. Mais merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. J'ai hâte de voir comment les commentaires, les réflexions, les expériences vont vraiment aider les acteurs locaux à se mobiliser dans les prochains mois, prochaines années afin de vraiment répondre à ces besoins, puis répondre aux besoins de croissance démographique, puis également de voir comment ça va informer les planifications au niveau du gouvernement provincial, puis le gouvernement fédéral, puis comment ils peuvent soutenir les régions, les nouveaux arrivants, les employeurs, les membres de la communauté, etc. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de joindre la 6e séance virtuelle de Nouvelles Conversations 2.0. Pour plus d'informations, je vous prie de visiter le site nouvelleconversationsnb.com. Vous y retrouverez le calendrier de la tournée, des liens pour s'inscrire aux sessions qui vont suivre, ainsi que le rapport régional qui a été développé par David Campbell avec plus de données. Ça peut informer les planifications également. Et également la présentation de Richard ce soir. Vous allez également pouvoir accéder à l'enregistrement de la séance, puis pouvoir visionner également après. Alors, merci tout le monde et bonne soirée.